Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver en fait pour un nouvel épisode de La vie devant nous. Chaque dimanche avec nos invités, on vous donne envie de bien vivre votre âge et puis avec le sourire, on l'a déjà. Alors cette émission elle est faite pour vous, que vous soyez enfants, parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents. Parce que oui, c'est une première dans l'histoire, 4 générations cohabitent ensemble. Il faut dire qu'on a gagné plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Alors, si les envies changent avec les âges, le lien entre les générations reste fort, malgré nos vies qui filent à toute vitesse, et on le voit encore aujourd'hui. Alors ici, on partage des histoires de vie, des témoignages et des conseils concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Alors, on donne surtout la parole à ceux qui agissent. Alors aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle en duplex du salon Silver Expo. Il y a du bruit, il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de visiteurs. C'est un salon qui est dédié aux services et innovations pour les seniors. Et puis pendant justement ce dispositif spécial, nous serons avec Martine Gruer, la vice-présidente de l'association Hold Up, le mouvement des retraités plus si jeunes mais pas si vieux. Notre grand invité de la semaine est Luc Broussy, président de France Silver Eco, une fédération d'acteurs publics et privés de la filière Silver Economy. Enfin, nous serons avec Aurélien Poisson, qui est directeur de Legrand Care France. L'occasion de parler avec lui du mieux vieillir. Cette émission est la vôtre. N'oubliez pas de nous appeler et de poser vos questions au 0826 300 300. Et tout de suite, on pousse la porte de la maison. Bien vivre chez soi, c'est tout un art. Sud Radio, la vie devant nous. C'est notre chronique Bien vivre chez soi. Parlons de celles et ceux qui prouvent qu'après 70 ans, la vie est loin d'être finie. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Martine Gruer, la vice-présidente de l'association Hold Up. Bonjour Martine. Sans H. Exactement. Donc, alors, pour commencer, l'association Hold Up parle de vieux debout. Qu'entendez-vous par cette expression? Et puis peut-être on peut rappeler, oui, Hold Up, pourquoi cette expression, pourquoi ce générique? L'idée de fond, c'est que d'abord, à Hold Up, on est tous des vieux et que c'est pas parce qu'on est des vieux qu'on doit forcément devenir invisible et non entendu. Alors, on existe encore et on est encore des personnes, même jusqu'à la fin de la vie. Alors c'est un mouvement, c'est fait de bénévoles, puisque aujourd'hui il y a des clichés qui sont assez tenaces envers les seniors. Et pourquoi c'est important de les déconstruire pour vous? Les clichés nous empêchent d'être entendus, d'être pris en compte. On rend beaucoup de services à la société, comme on le sait, que ce soit les maires dans les petites villes, que ce soit les grands-parents, que ce soit partout, on est très impliqués dans les animations diverses, mais on existe très peu. Et donc Hold Up, on est très peu nombreux, on est tous vieux, on assume le fait qu'on est vieux, et on essaye d'être porte-parole de cette masse de plusieurs millions qui va devenir encore plus nombreuse, et de faire entendre la voix des vieux. Et parce que quand même, quand ce sont que des experts jeunes, des politiques jeunes ou pas jeunes, mais ils se vivent comme jeunes, il y a quelque chose qui leur manque. Ce qui leur manque, c'est leur corps, c'est leur vieillissement. Nous, on parle en tant que nous, que je, et on essaye de faire passer des messages de ce qui nous paraît le plus important aujourd'hui pour nous et pour demain. D'accord. Alors, justement, dans vos actions, vous mettez en avant le lien social et l'utilité des retraités. Comment concrètement les personnes vieux debout justement peuvent-elles redonner du sens à leur vie après la retraite? Alors, notre choix, notre positionnement est un peu spécial puisqu'on propose surtout des groupes de parole où on réfléchit ensemble soit sur soi, qu'est-ce qui est en train de m'arriver, soit sur ce qui se joue à l'extérieur. C'est très important. On a par exemple récemment, et on s'y attendait pas, des groupes sur la spiritualité. Il y a une forte demande sur la spiritualité. Donc il y a des choses qui émergent comme ça, des questions qu'on travaille ensemble. Et après, on essaye de le faire savoir à tous ceux qui pensent pour nous ou qui veulent nous aider. Pour qu'ils s'adaptent au mieux. On n'est pas dans la revendication ou l'opposition, on est dans travaillons ensemble, écoutons-nous les uns les autres pour que ce soit plus adapté. Alors, vous êtes présent sur toute la France, comment ça se passe? Alors, je veux être bénévole, donc je vais sur votre site internet, oui. Je m'engage. Oui. On est
une toute petite association à Paris, on n'a même pas de local. D'accord. Enfin, on est 200, 300, on va dire. On a une newsletter. Alors, il y a des associations hold-up, mais peu encore. C'est difficile. Vous êtes en plein lancement, vous êtes une start-up en fait. Oui, en quelque sorte, mais on fait déjà depuis 2008. D'accord. Ouais. Et on est aussi écouté au niveau européen où on est reconnu. Ouais. On est aussi à l'ONU parce que Hold Up existe à l'ONU et s'exprime. Donc on est petit et très grand. Et on essaye partout d'être... Parce que ce positionnement d'être ni politique, ni dans l'économique, mais dans le témoignage, finalement, n'est pas si fréquent. Alors, bon, si on peut parler de belles réussites, puisque ça fait quelques années que vous vous engagez Oui. pour que les retraités, justement, soient des vieux debout. Moi, je vais vous parler un peu de numérique et d'accessibilité, qui est quand même le grand sujet en France. Comment Hold Up accompagne justement les seniors sur cette thématique pour rester connectés, pour avoir des acteurs, en fait, toujours engagés et en lien? On l'a fait dès le début. Le premier axe a été qu'on apprenne nous tous à aller prendre des billets à la gare Montparnasse. Ah oui. C'était des machines. Non, mais vous avez raison. Bon, mais ceci dit, donc on avance, on va sur l'intelligence artificielle, on essaye de comprendre, on a des conférences, mais il faut savoir quand même qu'à nos âges, et les plus âgés, là où ils sont à l'aise, c'est le téléphone et surtout le contact humain. D'accord. Voilà. Donc il faut l'entendre, parce que si on nous empêche, moi je suis par exemple, je demande que tous les organismes qui sont là, je puisse les joindre par téléphone, les joindre et pas attendre 1h30 au téléphone qui disent « Ah mais finalement tous nos experts sont disponibles ». Alors vous militez donc pour le téléphone, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, vous avez que des tablettes, on en a autour de la table. Oui. Donc réserver un billet, vous le dites justement, Oui. pouvoir accéder à beaucoup de services aujourd'hui qui sont sous format numérique et sur des tablettes. Est-ce que vous militez justement pour qu'il y ait une simplification, vous accompagnez les seniors, les retraités sur ces sujets? Non. Mais parce qu'il y en a dans Ça, c'est les familles qui s'en occupent. Oui, les familles, les mairies, il y a de plus en plus de services, on leur dit qu'il y a des services, mais il y a des moments, mais on voit bien avec les générations qui arrivent, évidemment elles sont beaucoup plus familières déjà, mais les plus anciennes, il faut continuer à veiller à pouvoir entrer en contact avec elles et à répondre à leurs attentes. Donc on est 4 générations. Oui, c'est un peu l'objet de cette émission, de pouvoir justement vivre ensemble. Alors justement pour nos auditeurs, quel message simple, puissant, comme Hold Up en fait, vous pouvez leur laisser aujourd'hui, quel que soit leur âge? Ça, c'est en quelques phrases. Moi, ce que j'ai envie de dire aux vieux, c'est n'ayez pas honte, soyez fiers. Il y a des gens comme ça qui, au bout de 2 ans de Hold Up, je suis fier d'être Hold Up, et engagez-vous. C'est-à-dire qu'après tout, n'hésitez pas à prendre la parole. Je crois que Luc le sait. Moi, je suis une épouvantable bonne femme. Et quand je vois tous ces salons, toutes ces journées sur les vieux, et il n'y a aucun vieux qui s'assume comme vieux. Il y a des tas de vieux, mais ils ne s'assument pas comme vieux. Eh bien, je râle. Parce que je pense que si on veut tous bien avancer, il faut qu'on avance ensemble. Ça me fait une très belle transition. Merci beaucoup Martine Gurer pour votre regard qui est éclairant et puis impactant, avec vos mots qui bousculent, avec la douceur que vous avez. Vous êtes en face toute souriante. Vous nous rappelez justement qu'être vieux debout, c'est continuer à apprendre, et puis à transmettre et puis à vivre pleinement quel que soit son âge. Alors tout de suite, place à notre grand invité de la semaine, l'un des visages majeurs du mieux vieillir en France. Notre grand invité s'appelle Luc Broussy, il est président de France Silver Eco, la fédération qui réunit tous les acteurs privés publics engagés pour mieux accompagner justement l'avancée en âge. Bonjour Luc, Bonjour, ravi de vous être présent autour de cette table en duplex sur le salon de France Expo. Alors Luc Broussy, pour commencer peut-être, comment on pourrait définir simplement la silver economy pour celles et ceux qui nous écoutent, pour lesquels c'est déjà un nom d'anglicisme? C'est un nom assez paradoxal parce qu'il a été inventé par le gouvernement français en 2013 qui a choisi cet anglicisme effectivement peut-être pour passer un peu à côté du sujet. Mais la silver economy, nous en tout cas dans la filière que je préside, on a voulu donner l'acception suivante. C'est toutes les entreprises, toutes les associations, toutes les collectivités qui estiment que leur activité, leurs produits, leurs prestations va être bousculée par le vieillissement démographique. Et dès lors qu'on prend cette définition, vous voyez qu'il y a énormément d'acteurs économiques qui peuvent être potentiellement dans ce périmètre de la silver economy. Et donc cette diversité, vous la retrouvez
au sein de notre filière. Vous avez évidemment des services d'aide à domicile, vous avez évidemment des EHPAD, mais vous avez aussi des professionnels de l'habitat, des professionnels du bâtiment. Comment demain va-t-on adapter les logements Absolument. au vieillissement ? Ouais. Vous avez toute une série de start-up qui utilisent les progrès technologiques et l'intelligence artificielle pour demain venir en aide aux personnes âgées à domicile ou en établissement. Vous avez tous les grands opérateurs de transport qui réfléchissent à la façon dont demain on va améliorer la mobilité des seniors. Parce qu'on peut être fragile, on peut être à domicile, mais on ne sera autonome que si on a une capacité, évidemment, de bouger d'un espace à l'autre. C'est clair. Donc vous voyez, ça met en jeu des acteurs économiques très divers. Et c'est ça qui est passionnant dans cette question-là, c'est qu'au fond, on essaye d'embarquer avec nous l'ensemble des secteurs économiques qui vont avoir en face d'eux des clients, des usagers, qui de plus en plus seront âgés et fragiles. Alors justement, donc, c'est le vieillissement de la population, c'est le défi majeur, hein, vous le présentez très très bien, hein, 21 millions de Français auront plus de 60 ans en 2030, alors c'est vrai que c'est des chiffres qu'on énonce tous les jours, mais la France ne bouge pas véritablement. Justement, pourquoi il était important pour vous en fait de structurer une filière dédiée, parce que ça fait depuis 20 ans qu'on énonce ces chiffres, mais c'est vrai que ça bouge lentement. Non, ça bouge en fait beaucoup plus vivement qu'on ne le voit de l'extérieur. Mais en réalité, nous, on a théorisé aussi le fait que vous avez dans notre société des grandes mutations. Vous avez la révolution écologique, la révolution numérique et la révolution démographique. Et c'est à cet enjeu-là qu'il faut répondre aujourd'hui. C'est pas seulement comment on répond aux besoins des personnes âgées à l'instant T. C'est pas comment je livre une boîte de chocolat à Noël aux seniors de ma ville. C'est comment le logement, l'environnement, les mobilités, la vie quotidienne, la lutte contre l'isolement social, comment toute une série de politiques comme ça vont évoluer au plan municipal comme au plan national, parce qu'on a face à nous une véritable révolution démographique. C'est pas seulement le nombre de plus de 60 ans. Là aussi, nos repères vont devoir changer. Quand vous avez 61 ans, ce qui sera mon cas dans 2 ans, eh bien, je me vis pas, je me considère pas comme une personne âgée. Je pourrais rejoindre peut-être Hold-Up, non ? Non, mais j'espère bien que le moment venu, j'en serai même peut-être le président. Voilà. Mais sérieusement, il y a un autre chiffre qui me paraît beaucoup plus important, c'est que le nombre de 85 ans et plus, lui, va exploser à partir de 2030. Et pour une raison simple, c'est que c'est tous les baby-boomers qui sont nés en 1945 qui vont avoir 85 ans en 2030. Donc là, on est face à une vague démographique et il n'y a rien de plus prédictible que la démographie. Je vais vous livrer un scoop, y compris à vos auditeurs. Tous les gens qui auront 85 ans en 2030 sont déjà nés aujourd'hui. Bon. Ouais. Donc c'est assez facile de prévoir leur nombre à la génération en fait, qui sont pour les 20 prochaines années. Donc on ne pourra pas dire on ne savait pas. On sait qu'il y a un mur démographique en 2030. Il nous faut désormais nous mobiliser pour que, à ce moment-là, les uns et les autres, pas seulement le pouvoir politique, mais aussi les entreprises soient prêts à affronter ce choc. Justement, France Silver Eco, que vous présidez, en fait, fédère des entreprises, des collectivités, des associations, des start-up. Comment on fait travailler tout ce monde qui n'a pas la même vitesse, qui n'a pas forcément les mêmes objectifs et qui sont très différents aussi de culture ? Comment on les fait pour justement accompagner ce choc démographique ? On leur donne justement cet objectif commun à tous de préparer cette révolution démographique. Chacun dans leur domaine, chacun dans leur couloir de nage, chacun dans leur domaine de jeu. Donc on ne va pas demander à une start-up de devenir une multinationale, on ne va pas demander à la multinationale d'être entièrement consacrée à cette révolution démographique, on va demander à chaque acteur de s'adapter dans ce qu'est son activité pour que dans son terrain de jeu, une fois de plus, il soit acteur. Vous savez, c'est comme dans une municipalité. Moi, je parlais avec beaucoup de maires. Un maire adjoint au sport, il a une responsabilité. Bien sûr. Il peut, par exemple, développer des activités sportives, des activités physiques adaptées pour les seniors dans sa ville, au-delà du club de rugby et de football. Un maire adjoint aux travaux, il a une sacrée responsabilité. Il faut qu'il s'occupe des voiries, pour pas qu'il y ait des chutes de personnes âgées. Un maire adjoint aux mobilités, au transport, évidemment qu'il a aussi sa part de responsabilité. Donc, chaque citoyen, chaque élu, chaque chef d'entreprise, d'une certaine manière, doit se poser cette question. Comment je fais pour adapter la société
à la transition démographique qui va être une fois de plus très puissante dans les prochaines années. Très clair, c'est une véritable révolution en marche. Alors ne bougez pas, on se retrouve juste après une courte pause pour parler habitat, territoire, lutte contre l'isolement justement, et puis pour dessiner ensemble ce que pourrait être le bien vieillir en France dans les prochaines années. Restez avec nous sur Sud Radio. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, toujours en duplex sur le salon de la Silver Economy. Vous êtes dans la vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors, mais pas que. Et puis pour notre seconde partie de notre entretien avec Luc Broussy, le président de France Silver Eco. Alors merci d'être resté avec nous, Luc. Peut-être ce qu'on peut dire, le premier souhait des Français, c'est de vieillir chez eux. Quels sont aujourd'hui les grands défis de l'habitat pour y parvenir? On a un chiffre, c'est entre 90, 94% des Français entre les sondages faits par la police ou les sondages faits par les syndicats, mais c'est majoritairement tous les Français souhaitent vieillir chez eux. Oui, c'est même pas 90%, c'est 110%. Qui a envie de vieillir autrement que chez soi? La question qui se pose aujourd'hui, c'est pas savoir ce que veulent les Français. Ils veulent vieillir chez eux. La question, c'est comment on leur en donne les moyens. Et pour ça, il y a un impératif, c'est que l'appartement soit adapté. Je répète toujours ce chiffre depuis un petit rapport que j'ai remis au gouvernement en 2021. Entre 8 et 10 000 personnes âgées de 65 ans et plus meurent chaque année. Pas blessés, meurent chaque année de chute domestique. Absolument. Bon, c'est un véritable drame de santé publique. Enfin, on commence à en prendre conscience et il y a eu des mesures faites. Notamment, une mesure pour laquelle j'ai plaidé et qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2024, qui s'appelle ma prime Adapt, qui est un peu le pendant de ma prime Rénov'. Ma prime Adapt, c'est une aide donnée aux seniors. Elle est encore trop modeste, elle concerne encore trop peu de gens, mais c'est bien déjà, on a mis un pied dans la porte, c'est le cas de le dire. Et donc, nous avons avec ma prime Adapt une aide pour que les seniors puissent adapter leur logement. Et j'attire votre attention sur un chiffre très précis. Avant ma prime Adapt, en moyenne, on évaluait que un couple de personnes âgées attendait l'âge de 84 ans pour adapter son logement. Pour l'instant, sur les 40 000 premiers dossiers, beaucoup trop tard évidemment, sur les 40 000 premiers dossiers de ma prime Adapt, la moyenne d'âge serait de 78 ans. Rien que ça, c'est un progrès considérable parce qu'on a abaissé l'âge d'accès à ce type d'aide et que, évidemment, c'est la meilleure mesure en termes de prévention qu'on peut imaginer. Donc, un logement adapté, c'est un logement sécurisé, c'est aussi un logement qui se retrouve au fond à 300, 400, 500 mètres des commerces, des services publics. Le logement le plus adapté possible, s'il est à 5 km de la boulangerie, le jour où vous n'avez plus de voiture, vous êtes coincé. C'est la mobilité qui est très importante. C'est à la fois le logement lui-même, comment il est adapté, des marches, pas des marches, des escaliers, pas des escaliers, il est sécurisé. Et c'est où se trouve ce logement. Si un senior de 70-75 ans ne se pose pas ces deux questions, mon logement est-il adapté? Pourrais-je y vieillir? Et si oui, est-ce qu'il est adapté dans le tissu urbain ou rural dans lequel je vis? C'est les deux questions essentielles qu'on doit désormais se poser à l'âge de 70 ans. Très précis, très clair. Alors justement, est-ce que vous pensez que ces aides financières sont suffisantes? On voit qu'il y a beaucoup de difficultés à trouver une approche administrative simple pour bénéficier de ces aides. Est-ce qu'elles sont pour tous les Français? Donc, quelle est votre position là-dessus? Parce que c'est vrai que nos auditeurs ne savent pas forcément, ma prime Adapt, ils le découvrent peut-être. Il y a d'autres aides qui sont proposées par les communes, par les régions, par les départements. Comment on peut simplifier tout cela? Quelle est votre position? Alors, on a déjà quand même, avec ma prime Adapt, contribué à beaucoup simplifier le circuit. Il y a une prime qui s'appelle ma prime Adapt, mais c'est vrai qu'elle est sous condition de ressources. Donc, les retraités, j'allais dire, de classe moyenne et supérieure n'y ont pas forcément accès. Mais ce qui est important, c'est qu'on a mis une petite graine culturelle qu'il fallait. C'est-à-dire que maintenant, on dit aux uns et aux autres, que ce soit financé ou pas financé, il faut adapter leur logement. Je vous rappelle que 75% des retraités sont propriétaires de leur logement. Donc il s'agit là d'adapter un bien dont on est propriétaire. Voilà. Alors effectivement, il faudra trouver au fur et à mesure des financements dédiés. Il faut aussi se mettre dans la tête que tout ne sera pas pris en charge par la puissance publique. On a des débats aujourd'hui, au-delà de l'actualité, sur la fiscalité en général et des retraités en particulier. Il y a quand même des retraités qui ont un patrimoine. Il faut bien que ce patrimoine serve à quelque chose. Eh bien, il peut parfaitement servir justement à adapter son patrimoine au grand âge. Ouais. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il faut le faire beaucoup plus tôt que la chute
qui arrivent en fait à 80 ans. Et je pense que les enfants, là aussi, sont peut-être partie prenante pour sensibiliser. Il y a une notion intergénérationnelle. Alors, on parle d'isolement. C'est un point important parce que l'isolement, en fait, fait que beaucoup de personnes âgées se retrouvent en grande difficulté. Ça reste un fléau silencieux, justement. Comment la silver economy que vous pilotez peut-elle contribuer à recréer justement ce lien au-delà de la seule technologie? Parce que c'est pas parce qu'on est, on le voyait avec Hold Up, on n'est pas forcément tous à l'aise avec le numérique. Quelle est votre projection, quelle est votre approche sur ce sujet? D'abord, pour vous donner raison sur un point, évidemment que la question de l'isolement social des personnes âgées est un fléau en pleine croissance. Nous aurons un nombre croissant de veuves. On devient veuve en moyenne vers 83-85 ans. Et donc on va avoir, dans notre pays, des centaines de milliers de personnes âgées. Le fameux rapport est toujours excellent, rapport annuel des petits frères des pauvres, oui. Sur l'isolement et la pauvreté d'ailleurs. On va recevoir sur le plateau d'ailleurs. Des personnes âgées, bien excellente initiative parce que leur rapport est toujours passionnant et c'est eux qui ont mis la lumière sur les 400 à 500 000 personnes âgées en situation de mort sociale, comme ils disent. Mais il faut comprendre qu'avec l'éclatement des familles, l'éclatement géographique des familles, il y a des gens qui se retrouvent tout seuls. Bon. Et donc là, il va falloir effectivement innerver la société de solidarité, de proximité, qui ne sont pas forcément des solidarités familiales. Et moi, je mets quand même un accent sur la question technologique. Je crois qu'au fur et à mesure, si j'en témoigne en tout cas à travers la vision de mon père qui à 89 ans passe son temps sur Facebook et Twitter, y compris à mettre des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et je lui réponds. Mais je vois bien qu'au fond, les octogénaires vont devenir beaucoup plus technophiles, évidemment, qu'avant. Donc, n'exagérons pas ce lien ou cette dichotomie entre l'humain et la technologie. Et rappelons-nous toujours que pendant le Covid, il y a plein de gens, au contraire, qui ont renforcé leurs liens sociaux grâce aux technologies. Oui. Donc, utilisons les technologies, y compris d'ailleurs l'intelligence artificielle, pour ce qu'elle nous donne de positif. Et quand une personne âgée à domicile pourra, par la simple commande vocale et l'IA générative, commander l'ouverture, la fermeture des volets, la télévision, etc., on aura quand même là aussi un puissant soutien de maintien à domicile. Ça me fait une bonne transition sur la dernière question que je souhaitais vous poser. Si vous deviez justement vous projeter et projeter nos auditeurs dans 10 ans, à quoi pourrait ressembler justement le bien vieillir en France en 2035 ? D'abord, dans 10 ans, une résidente d'EHPAD aura plus d'appétence à écouter les Rolling Stones qu'à écouter Mistinguett. J'adore. Moi aussi, j'adore les Rolling Stones. Mais il faut bien comprendre une chose. La personne qui aura 85 ans en 2030 avait 23 ans en mai 68. Oui. Et si on ne comprend pas ça, on se fait une fausse image de ce que seront les vieux de demain. Les vieux de demain, c'est ceux qui avaient 20 ans dans les années 60. Et donc, c'est une autre vision de la représentation. C'est pas la grand-mère qui écoute Charles Trenet en vous donnant une madeleine, de Proust ou d'autres. C'est un baby-boomers qui a été biberonné à la liberté, à l'autonomie, au consumérisme, à l'écologie, au féminisme. C'est cela qu'on va retrouver dans les EHPAD entre 2030 et 2050. Et justement, ils ne voudront pas aller en EHPAD. Voilà. Et donc notre problématique, c'est que cette génération-là, quand bien même aura-t-elle des fragilités, elle voudra trouver des alternatives à ce qu'est aujourd'hui l'EHPAD, ou en tout cas à la façon dont il fonctionne aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est passionnant Luc Broussy pour cet éclairage justement. On comprend avec vous que la silver economy n'est pas un marché, mais une cause nationale, celle de permettre à chacun de vivre mieux, plus longtemps et surtout ensemble. Donc restez avec nous, la suite de la vie devant nous arrive dans un instant et justement vivre ensemble, c'est le thème de notre prochaine chronique. On va voir très concrètement comment renforcer ce lien social et améliorer le quotidien à tout âge. Aujourd'hui, dans La vie ensemble, on parle d'un enjeu qui nous touche tous. C'est comment mieux vivre chez soi et rester connecté aux autres, même en vieillissant. Pour en parler, nous recevons Aurélien Poisson, un directeur de Le Grand Care, ou Care, ça dépend si, France, un acteur clé des solutions qui permettent de vivre chez soi plus longtemps, en sécurité et entouré. Bonjour Aurélien. Bonjour Laurent. Alors, Aurélien Legrand, donc Care accompagne depuis longtemps les personnes âgées à domicile. Selon vous, pourquoi ce lien social justement et la sécurité sont-ils aujourd'hui les deux piliers du bien vieillir ?
déjà, chez Legrand, il faut revenir à notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est nous améliorons les vies des personnes en transformant les espaces où ils vivent, travaillent et se rencontrent, et cela en offrant des solutions technologiques innovantes, numériques, électriques évidemment, c'est notre histoire, et des solutions connectées. Et le Grand Caire s'inscrit complètement là-dedans, puisqu'on est la filiale du groupe Legrand en charge du mieux vieillir. Donc l'accompagnement par la technologie des personnes à leur domicile pour sécuriser leur vie de tous les jours et puis leur apporter du confort. Alors si on connaît l'histoire de Legrand, pourquoi on est sur ce mieux vieillir, pourquoi on est là aujourd'hui, notre raison d'être en parle, mais aussi parce qu'historiquement, Legrand fait de l'assistance à l'autonomie. Alors comment ? Par des solutions domotiques qu'on appelle aujourd'hui des solutions connectées, donc les centralisations de volets roulants, on en parlait tout à l'heure, l'assistant vocal qui existe déjà, Luc en parlait également, donc qui permet de piloter ses volets roulants, son thermostat sans bouger de sa place. Donc ça, ce sont des solutions qui existent depuis longtemps dans le groupe Legrand. On en parle en plus parce que c'est souvent justement on développe des solutions de téléassistance, mais c'est pas seulement cela, ce que j'entends, puisqu'aujourd'hui ces outils vont bien au-delà du fameux bouton qu'on a autour du cou, qui était un petit peu d'ailleurs mal perçu. Alors, tout à fait. Donc dans l'histoire de Legrand, on est parti effectivement de qu'est-ce qui a changé cette domotique, et on est allé plus loin. Donc on est allé plus loin, et quand Legrand veut aller plus loin, il y a deux possibilités. Soit on fait l'acquisition de nouvelles entreprises, soit on innove. On a 5% de notre chiffre d'affaires qui est réinjecté en R&D. Et donc, quand on a voulu accélérer sur l'assistance à l'autonomie, on est parti sur la technologie pour la téléassistance. Et là, ça voulait dire proposer effectivement quelque chose de simple, parce que la téléassistance, c'est quelque chose de simple, mais on n'a sans doute pas fait mieux pour sécuriser les personnes et pour déclencher l'alarme au domicile. Et donc, nous, quand on innove sur cette technologie, c'est sécuriser ce lien, faire en sorte que tout au long de la vie des personnes, ils aient un bouton qui soit efficace, un système efficace, et puis qu'on rajoute des briques à cela. Donc c'est rendre la maison plus sécurisée par des détecteurs de mouvement, par exemple. C'est de pouvoir mettre dans une salle de bain un détecteur qui nous dira la personne est inactive depuis 30 minutes. Donc ça n'a rien à voir avec le collier ou même un portable qu'on oublie, parce qu'on ne se déplace pas forcément avec son portable. Évidemment. Alors donc c'est moins intrusif, moins stigmatisant, c'est ce que vous dites ? Peut-être, effectivement. Alors il faut ce déclencheur, parce que c'est quelque chose de primordial dans le sujet, évidemment. Mais il y a le sujet de l'acceptation, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas que ça soit stigmatisant. Donc c'est l'accompagnement pour que ça soit quelque chose d'efficace. Mais il faut aussi rappeler quand même qu'on est là pour la sécurité. Et donc, derrière ça, il y a des personnes qui souvent s'équipent après une première chute. Et c'est souvent un petit peu trop tard. C'est un peu trop tard, ça, non ? C'est un petit peu trop tard. Et j'écoutais tout à l'heure Madame Dodup, et effectivement, il faut être fier d'être vieux, mais ça veut dire aussi prendre soin de soi. Être fier d'être vieux, c'est aussi accepter qu'on le soit. Et prendre soin de soi, c'est un don pour soi-même, mais c'est également un don pour ses proches, parce que c'est vraiment difficile cette perte d'autonomie. Et donc, c'est important d'accompagner cette acceptation. Et ces technologies, justement, comment elles peuvent, parce qu'on parlait de la solitude, comment elles peuvent contribuer à réduire cette solitude, notamment en permettant de garder le contact avec les proches au bon moment. Comment ça Est-ce que vous avez là-dessus une innovation forte ? Alors oui, on a développé... Avec un exemple concret ? Oui, bien sûr. Donc il y a quelque chose qu'on a développé pour créer du lien entre la personne âgée et ses aidants en détectant des signaux faibles. D'accord. C'est-à-dire, on n'est pas toujours au quotidien proche physiquement, géographiquement de ses proches. Et donc savoir que, par exemple, pendant une période de temps, son proche se lève beaucoup plus tard. Changement d'habitude. Changement d'habitude. Que ses habitudes alimentaires. Le frigidaire est ouvert beaucoup plus tardivement, pendant plusieurs jours d'affilée. Donc il y a quand même une thématique, la dénutrition chez les personnes âgées. Bien sûr. Et donc ça, c'est rester au contact. Alors c'est vrai que c'est de la technologie, mais derrière, ça ne viendra pas prendre la place du lien. Et c'est au contraire quelque chose qui vient renforcer ce lien avec ses proches. Et c'est pas une intrusion, en tout cas c'est fait pour être bien perçu
sans pour cela avoir des messages de contestation des personnes qui se sentent surveillées. Hein. Donc c'est ça le passage qu'il va y avoir. Alors si vous deviez résumer justement en une phrase la mission de Le Grand Caire, qu'est-ce que vous souhaitez avant tout offrir aux seniors et à leurs proches aujourd'hui ? Nous, notre promesse, elle est simple, c'est d'offrir la technologie la plus efficace, la plus pérenne pour sécuriser leur vie au quotidien. Merci beaucoup Aurélien Poisson. Je rappelle, vous êtes directeur de Le Grand Caire. Vous nous montrez justement que la technologie, quand elle est bien pensée, elle n'éloigne pas, elle rapproche, elle rassure, elle permet justement de mieux vivre ensemble à tous les âges. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30 sur Sud Radio. Et pour ceux qui souhaitent écouter justement et partager l'émission La Vie devant nous, en podcast ou en replay, et bien sur l'application Sud Radio et sur le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Sud Radio, la vie devant nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.